Alors, merci à Antoine Rujbach, réalisateur de ce film, qui est ton premier long métrage. J'ai eu la chance d'avoir parcouru ton prochain d'ailleurs, puisque tu es parmi les réalisateurs sélectionnés pour le village d'éco-production des Arcs de cette année, avec ceux qui combattent, qui est un petit peu quelque part la suite, et tu nous en parleras peut-être aussi un peu à un moment donné de la suite, ou en tout cas une thématique que tu développes, un format que tu développes. Et très heureux de t'avoir aux Arcs cette année. Je me souviens bien en 2018 quand ceux qui travaillent arrivaient et allaient faire sa première française. On avait un petit peu bataillé à l'époque pour avoir le film, mais je crois que le distributeur avait une autre stratégie à l'époque et voilà, on aurait tellement aimé avoir les arcs à cette époque-là, mais on a la chance de se rattraper cette année. Et donc, merci Sophie d'être là aussi. Donc, Sophie Swaton, philosophe économiste de l'Université de Lausanne, voilà, qui travaille et on parlera ensemble sur le revenu de transition écologique, la question effectivement de la valeur travail aujourd'hui dans la société et dans une société en transition et aussi beaucoup le besoin de se respiritualiser. Mais ça, je pense qu'on abordera un peu tout ça au travers de notre discussion. Et merci en tout cas à tous les deux. Et donc voilà, on va échanger ensemble. Je sais pas, Sophie, est-ce que toi déjà, tu viens de voir le film, tu le découvres, quelle est un peu ta réaction, ce que tu ressens en voyant ce film? Alors c'est très c'est paradoxal, c'est-à-dire que je trouve que c'est extrêmement subtil la manière dont tous les problèmes de société et de ces deux mondes différents, le monde d'avant et le monde qu'on aimerait d'après, se croisent avec la manière, en fait, vue à travers un personnage qui peut être perçu voilà, comme froid, non communicant, etc. Mais c'est un petit peu la rencontre de ces deux mondes. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait parce qu'on sort d'une image très manichéenne. Il n'y a plus qu'à, il faut, il y a qu'à, facile. Enfin, je parle sous réserve. Hein, c'est moi qui le sens comme ça. Mais par rapport à l'humanité des personnages, c'est très anti-héros, en fait, quelque part. C'est-à-dire à la fois comment euh, on le voit dans cette descente aux enfers, c'est comme si c'était un mauvais rêve quelque part. Et je me sentais presque soulagée à la fin qu'il signe un contrat, alors qu'on sait que c'est horrible, qu'il fait des choses horribles. Mais il y a telle tension dans sa vie qu'au lieu de lui jeter la pierre, on en arrive à la fin à avoir une empathie où on comprend qu'il fait partie d'un système beaucoup plus large. Ce qui était important pour moi, c'est ce qu'a dit Sophie au début, c'est d'essayer d'esquiver à tout prix la pensée manichéenne, quoi. Et le il faut. Ça, c'était un grand effort dans l'écriture de dire ne tombons pas dans le il faut, parce que c'est une fausse question pour moi. C'est-à-dire que en fait, le problème, je pense que le problème aujourd'hui, c'est pas de savoir ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, tout le monde sait ce qu'il faut faire. On sait tous ce qui est bien et ce qui est mal. On en parle toute la journée. La question, c'est pourquoi on le fait pas. Que je trouve beaucoup plus intéressant comme sujet. Et c'est de l'hypocrisie dont parle Sophie, quoi. Et l'aveuglement quasi volontaire ou pas, voilà, ça c'est la question. Mais l'aveuglement, c'est un des thèmes super forts du film, parce qu'il y a toutes ces choses que le, ce système-là nous permet de ne pas avoir à regarder. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui est incarné avec ce clandestin qu'on voit jamais. L'idée, voilà, c'est vraiment de parler de tout ce qu'on ne veut pas regarder. Et puis plus profondément, le personnage de Franck, c'est aussi un personnage qui refuse enfin, qui ne regarde sa vie qu'au travers d'un angle très restreint. Et il ne s'écoute pas, il y a toute une partie de lui-même qui n'écoute absolument pas. Et voilà, mais au départ du film, il y avait une question très concrète parce que vu que le film est construit avec ces trois titres là, ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient, qui était vraiment donc c'est presque des films qui partent du titre, donc c'est assez bizarre. Mais j'aime bien l'exercice de me dire, enfin les trois films vont poser la question de qui, voilà, ceux qui travaillent, c'est qui nous nourrit, ceux qui combattent, qui nous protègent,
ou qui nous défend, et puis ceux qui prient, c'est qui s'occupent de notre vie spirituelle. Et c'est d'essayer vraiment juste de se faire un point aujourd'hui vraiment qui amène très concrètement la nourriture dans les supermarchés. Et de partir de cette juste question très pragmatique, ça a ouvert en fait plein de pistes. Ça m'a permis de parler de consommation en fait, parce que quand on se demande qui nous nourrit, on parle de consommation. Et donc, j'ai découvert cet univers du shipping, du fret maritime, que je trouvais super intéressant parce que, déjà, qui est basé ici en Suisse, ce qui est assez, qui a un côté un peu comique de se dire qu'on a le siège de certaines des plus grandes entreprises de shipping dans un pays où il n'y a pas de mer, entouré de montagnes. Et déjà, ça raconte cette mondialisation et l'éloignement qu'on a du concret. Je trouvais ça très intéressant parce que j'aurais aussi pu faire un film où il aurait pu bosser, je sais pas, il aurait pu être trader de trucs beaucoup plus abstraits. Mais là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un côté très abstrait, mais en même temps, il y a des vrais bateaux. Et il y a un mélange entre abstrait et concret que je trouve super intéressant. C'est justement pas, c'est pas abstrait, mais il peut croire que ça l'est. Et c'est un peu comme nous quand on va dans un magasin et qu'on voit les rayons de supermarché, on peut s'imaginer que les choses apparaissent là, mais on sait très bien que non. Et donc, ça permet de parler de cet aveuglement volontaire. On a le choix de ne pas voir toute une partie de l'iceberg qui est immergée. Et voilà, donc ça, c'est un des éléments très présents du film, une réflexion euh, que je trouve, que je trouve vachement importante, quoi, parce que c'est aussi ne pas voir, c'est aussi s'éloigner de la violence, quoi. C'est sous-traiter la violence. On, on, on commet la violence à un autre endroit du globe et puis on se dit qu'on est moralement correct ici. Et c'est intéressant Mm. cette manière qu'on a par la contrainte du travail, de la pression d'une entreprise, ce type qui dit, moi je viens du matin au soir, je suis là tout le temps, je fais 12 heures par jour, je donne tout pour vous, je prends ces décisions-là pour vous, parce que il est dans sa logique de bon soldat et il est sûr voilà, de son attitude et tout à coup, il craque, il franchit cette ligne infranchissable, finalement parce que sa fille est malade et parce que c'est la pression de trop qui vient de cette... C'est intéressant. Je ne sais pas, Sophie, ce que tu penses de ça et de la valeur travail aujourd'hui et la manière dont on perçoit cette valeur travail. Je dirais que sur la valeur travail, il y a un gros problème et une déconnexion effectivement du sens du travail, euh, de la réalité du travail, des travaux d'utilité, qu'on recomprend mieux à la fin du film. On comprend l'intérêt de ce qui se fait sur la logistique à la fin, effectivement, sur l'acheminement, sur les circuits. Et là, il y aurait des choses à faire. Là, moi, je me régalerais à venir lui parler, à voir comment ça se passe. Est-ce qu'on ne peut pas réduire? Est-ce qu'il y aurait des produits qui se perdent? Enfin, on voit toutes les questions et l'intérêt qu'il pourrait y avoir de questionner sur cette activité. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui ressort. Ce qui ressort, c'est faire plus de fric par des moyens illégaux, aller en Syrie, trouver des bateaux. Et jusqu'à la rencontre finale, qui est extraordinaire avec ce marin qui est tout à fait, le capitaine, là, God Save Capitalism, qui est tout à fait au bout du rouleau comme lui. Et qui fait son dernier voyage. Donc on sent, moi j'ai l'impression d'un monde du travail qui s'effondre, peut-être, quelque part, en même temps que lui. Et il faudrait un nouveau monde, mais quel sera-t-il? Et qu'est-ce qu'on va proposer pour construire ce monde? Là, la question reste en suspens. Très souvent, dans les films sur le travail, on nous fait une description de la violence qui se résume à dire que le système est oppressant. Le système travail est oppressant, oppresse le travailleur, qui est une victime. Euh, et donc, ce qu'il faudrait, c'est changer le système. Et puis, c'est toujours rassurant parce qu'on nous dit que donc le travailleur victime n'y peut rien. Euh, et puis, en fait, l'idée derrière, c'est un peu de dire que les gens sont fondamentalement tous assez bons et que les systèmes sont fondamentalement tous assez mauvais. Euh, et puis que c'est jamais de notre faute, en fait. C'est jamais de la faute des gens, c'est de la faute des systèmes. Et puis ça me dérangeait à beaucoup de moments parce que c'est très simpliste, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir c'était de voir comment les systèmes, en fait, on les intègre et comment il y a des systèmes d'auto-aliénation qui se mettent en place. Et Franck, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui a cru en une idée et il l'a complètement intégrée. Et ça a fonctionné, c'est-à-dire que c'est parce qu'il a cru que travailler plus pour gagner plus fonctionnerait qu'il est arrivé là où il est
au début du film. Mais en fait, ce qui est vraiment violent, c'est que il n'est plus que travail. Et lui-même se demande plus ce qui le rend vraiment heureux et ce qui est vraiment important pour lui. Et donc, il est effectivement l'incarnation d'une idée. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quand le drame personnel du personnage, enfin le drame très intime et psychologique, est en fait une parabole de ce qu'on vit tous, quoi, d'idées très politiques. Et, mais pour mon co-scénariste Emmanuel Mar et moi, la question de l'auto-aliénation était très importante. C'est quelque chose de très intéressant. C'est de voir à quel endroit est-ce qu'on est tous responsables des systèmes infernaux dans lesquels on finit par être enfermé. On fabrique les systèmes qui finissent par nous opprimer. Ce qui est à la fois terrible, mais en même temps, il y a une bonne nouvelle derrière, c'est qu'aussi la monstruosité de ces systèmes n'est pas étrangère. Ça vient de nous, en fait. Et donc, si nous changeons, peut-être que les systèmes suivront. Et d'une certaine manière, ces systèmes sont justement humains, mais peut-être une partie de l'humanité qu'on n'a pas toujours envie de regarder, mais voilà. Je trouvais cette idée intéressante, en tout cas. Et puis, il y a aussi quelque chose de dogmatique. Hein. C'est vraiment, je pense qu'on a construit des dogmes aussi qui nous emmènent vers ça. Et qui ne sont pas aidés par la structuration de la publicité, de la manière dont on voit la société, quelque part de quel est le sacré dans notre société aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est aussi des questions, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, mais je trouve que c'est des choses qui nous interrogent. On n'a pas d'espace pour penser la spiritualité, pour penser le sens, pour penser... Je pense que c'est quelque chose qui nous manque, non pas pour juger encore, il n'y a pas qu'à, il faut, c'est que c'est quasiment tabou. C'est-à-dire c'est moins tabou de parler de sexualité, de consommation, de ça, que de parler de vie intérieure ou de questionnement. On a l'impression que ça, c'est ultra privé, que surtout pas, ça regarde pas, on remet pas en question en fait finalement voilà. Et ce film permet de le montrer de manière très, très subtile, je dirais, à travers un anti-héros, mais qui au fond devient de plus en plus sympathique, moi personnellement je trouve, parce que c'est justement le plus franc. Il te paraît sympathique ce personnage, Sophie, parce que quelque part, moi j'ai l'impression qu'en fait il est un peu sauvé. Il signe ce contrat, mais il le signe avec quelque chose qui est modifié en lui, et j'ai l'impression que l'histoire n'est pas terminée, en tout cas, parce qu'il s'est reconnecté à des choses, et j'ai un peu ce sentiment-là. Je ne sais pas, Antoine, en tout cas, comment tu le ressens à ce moment-là où il signe, ou si pour toi c'est qu'il n'a pas le choix et que de toute façon il est obligé de faire ça de sa vie et que c'est un sacrifié, comme tu disais tout à l'heure, ou si quelque part la graine est plantée en fait pour le changement. Par rapport à l'évolution de Franck, donc dans les faits et dans ses actes, il n'y a pas d'évolution parce qu'il reprend un travail qui est au moins aussi problématique que celui qu'il avait. Mais par contre, je pense qu'il y a une évolution et c'est peut-être et c'est important. Étant donné le thème de l'aveuglement dont je parlais, c'est que je pense qu'à la fin, il regarde les choses en face. Il se ment beaucoup moins, ou en tout cas, s'il était confronté au même choix qu'au départ, je pense pas qu'il ferait les mêmes décisions. Je pense qu'il a pris conscience il a pris conscience peut-être de la violence qu'il y avait derrière le travail, qu'il continue malgré tout à faire. Et pour moi, ça, c'est pas rien. Je réagis par rapport à ce que tu disais à l'instant, Antoine, sur en fait les entraves qui nous empêchent et qui sont des inerties à notre propre changement. Le fait qu'on sent, on voit où est la bonne direction, on voit comment on devrait changer et on peut en avoir envie, mais on n'y arrive pas parce que la contrainte extérieure est forte et parce que peut-être on n'est pas aidé à ça. Et je voulais poser la question à Sophie, puisqu'on est quand même dans Déplacer les montagnes, on est quand même dans une programmation où on a envie de s'inspirer, de changer, de trouver des solutions ensemble. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu aussi du revenu de transition écologique et de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous donner les moyens et pour nous aider à faire cette transition que Franck essaye de faire, mais qu'il ne va pas faire jusqu'au bout. J'ai pas la solution, je serais une imposteuse. Je sais pas comment dire. Enfin, je ne pourrais pas dire que le revenu de transition est la solution. Je dirais que c'est un outil parmi d'autres. Une des idées,
Et c'est le but dans ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de reconnecter les personnes, leurs compétences, ce qu'elles savent faire avec la société. Et qu'on n'ait pas d'un côté des individus qui développent leurs compétences égoïstes, compétitives, opérationnelles, enfin tous les codes qu'on avait dans le coaching, et de l'autre une société qui évolue de son côté, mais c'est comment on met pas du hors-sol, comment on se replante nous-mêmes dans la terre, notre terreau qui est le sociétal. Et voilà, donc dans les pistes de solutions, c'est dire peut-être est-ce qu'on arriverait à se parler, à communiquer et à essayer de partir de notre émotion, de ce qui nous rend heureux, la joie, on n'en parle pas assez de la joie, c'est la vibration la plus haute. On parle toujours de la colère, du déni, de s'énerver, on ressort au mieux indifférent, mais qu'est-ce qui nous fait vibrer et d'avoir des espaces, on parlait tout à l'heure de spiritualité, ben, la joie fait partie de la spiritualité. Donc, s'il y avait ces espaces-là tout petits à l'école, comme la petite Mathilde, mais qui continuent, qu'on ne nous lâche pas quand on est des grands dadés à la surconsommation ado d'iPhone, quoi. De pouvoir avoir cet accompagnement-là par des coachs, quand elle dit « j'essaie de mieux vous connaître ». Oui, mais avec quoi vous pouvez nous connecter? C'est juste nous connaître nous, mais le renvoyer en disant « j'ai l'impression que là vous êtes bien, vous allez continuer à être opérationnel », elle ne l'aide pas. Ça l'aide pas beaucoup, le gars. Donc, voilà, comment mettre ensemble des gens du dialogue social, des gens de l'insertion, des gens de l'emploi, avec les activités dont on a besoin. Comment on redonne du sens. Voilà ce qui me semble, à mon petit niveau philosophique et économique, un levier de commencer petit, à petite échelle, peut-être ça peut être sur un port, et de monter au fur et à mesure, en faisant communiquer les gens entre eux, tu vois. Voilà. Et le revenu de transition écologique, c'est un peu ça. C'est qui fait quoi sur un territoire donné, de quoi on a besoin, quelle activité, qui a envie de faire quoi, et de créer ces forums, en fait, ces espaces publics où on pose les questions. Ça ne veut pas dire qu'on y répond parfaitement, mais on s'autorise de se les poser et d'y répondre avec un maximum de personnes impliquées. Il y a un truc dont je me rends compte avec le système capitaliste, consumériste, c'est qu'en fait, il a réglé la question de la part d'ombre de la nature humaine. C'est-à-dire que la violence, elle fait partie de ce système. Elle a une place dans ce système. J'avais été très marqué par un documentaire qui s'appelait The Century of the Self, qui parlait des premiers un des premiers grands gourous du marketing, et qui était en fait le neveu de Freud, qui était américain, qui s'appelait Edward Bernays, et comment il avait utilisé les idées de son oncle pour vendre plein de choses, commencer à faire fumer les femmes et des choses extraordinaires comme ça. Ce type était fascinant, absolument abominable, mais il était très préoccupé par la question de la violence humaine. Il avait très peur que ce que l'Allemagne, ce que le peuple allemand, cette violence-là, elle puisse exister aussi chez les Américains. Et donc il a formalisé cette idée en disant voilà, en fait, on va canaliser la violence que les gens ont dans l'achat. Et quand on commence à regarder la consommation, le travail, l'argent comme des endroits détournés où on exerce notre violence, on sort la violence qu'on a en nous et on la met dans l'achat, qui était pour lui une espèce de moins pire solution, quoi, parce qu'on disait voilà, au moins on ne tue personne, on achète. Après, ce qui est fou, c'est qu'on vit dans un monde aujourd'hui où quand on achète, en fait, d'une certaine manière, on tue. Enfin, n'importe quelle transaction entre deux personnes, le principe, c'est toujours qu'il y en a un qui va se faire avoir plus que l'autre. Et les énergies mobilisées sont des énergies qui sont celles du combat, en fait. Et là où le système dans lequel on est redoutable, c'est qu'il a pris en compte le fait qu'on avait une part d'ombre. Et il ne nous prend pas... il ne part pas du principe que l'on est mieux que ce qu'on est. et je pense que c'est une question, enfin en tout cas c'est une question que je trouve super intéressante de demander, voilà, dans un système meilleur, qui fonctionne mieux, qu'est-ce qu'on va faire de cette violence-là? De croire qu'on va l'abolir, qu'on va la dépasser, je pense que c'est tout à fait utopiste. Mais par contre, je vois très peu de monde qui se demande qu'est-ce qu'on va faire avec nos désirs les plus sombres, hein, qui peuvent être la violence, où il y a plein d'autres choses, je sais pas moi, l'ego, voilà, c'est toute une gamme de choses qui fabriquent l'être humain, qui sont
que l'on n'aime pas regarder, qui posent des problèmes, mais qui doivent trouver une place aussi. Et ouais, ça, c'est des questions. Je pense que si on arrive à trouver une place à toutes ces choses, ce serait un peu plus facile peut-être pas de déplacer des montagnes, hein, mais au moins de pas avoir de bonnes intentions qu'on n'arrive en fait jamais à exécuter, quoi. Je suis complètement convaincue de ça. Je dis toujours, enfin, je parle de ce loup blanc, nous, loup blanc, loup noir, quoi. Ça, c'est parabole un peu indienne. Et si je parle d'indienne, c'est pas du tout pour se dire, il n'y a qu'à faire comme les Indiens et revenir dans un temps ancien. Surtout pas. Mais ce que je trouve d'intéressant avec les communautés autochtones et les peuples premiers qui eux-mêmes sont à la recherche de leur propre identité, hein, parce que vous ne trouvez plus, bonne chance pour trouver dans le monde des êtres humains qui n'auraient plus jamais eu de contact. Non, ils ont aussi des iPhones. Hein. Moi, je me suis retrouvée dans les endroits les plus reculés d'Indonésie où j'étais la première femme blanche qu'ils voyaient, mais ils avaient tous le smartphone pour qu'on se fasse un... C'était yes, smile. Et là, il n'y avait pas de problème de communication. Donc, de se dire que, voilà, on est arrivé au bout d'un processus. C'est pour ça qu'il faut plutôt parler de surconsommation de capitalisme, parce que la technologie est arrivée au fin fond. Ça c'est fait. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'en retour on peut apprendre. Quand je dis se reconnecter à soi, j'ai une idée en tête de ce qu'on a perdu, non pas à regarder avec nostalgie, mais ce que ces peuples premiers ont aussi perdu. En Indonésie, c'est frappant, hein, sur les terres vendues pour venir à la ville et créer des pathologies sociales, parce qu'en fait, on a vendu les terres d'ancêtres qui nous donnaient de quoi manger, de nous nourrir, et on se retrouve comment avec une fois qu'il n'y a plus d'argent. Voilà, donc dans la reconnexion, et ça intègre aussi les rites. Vous savez, ces rites de passage, quelque part symboliques, mais qui permettaient de canaliser la violence. Chez les Suruis, alors on chasse, il y a cette idée qu'il y a peut-être une mise à mort de l'animal, mais peut-être pas toutes les 3 minutes. Il n'y a pas de problème de surpêche. C'est-à-dire que la chasse peut être faite, d'assumer de manger de la viande, pourquoi pas, bien sûr, sans dire c'est pas bien, il y a plat queue et on doit tous être véganes. C'est pas ça. Et je dis pas que c'est pas bien d'être végane non plus. Mais il y a une manière de faire, c'est-à-dire que nos pratiques soient induites à l'intérieur d'un cosmos, à l'intérieur d'une nature où la séparation nature-culture n'a pas lieu d'être. Nous, c'est comme si on était tellement industrialisés qu'on nous a coupés de manière forcée comme Franck, en fait, qui est jeté dans ce moule-là. Il aurait peut-être été un excellent guerrier, ce Franck, dans une société. Il aurait fait partie de ceux qui défendent et ceux qui nourrissent, qui vont chasser le gibier pour nous le ramener, peut-être. Hein, Sauf que là, tel qu'on nous, on n'a pas tellement évolué dans notre structure. Donc, tel que nous, on le reproduit dans notre monde, il va faire des meurtres, sauf qu'il ne va pas tuer en face la personne qu'il voit, mais il a ces pulsions-là. Et on les a toutes, les femmes aussi, les hommes. Et du coup, quelle serait une société qui prenne en compte ces pulsions? J'y reviens. C'est une société qui fasse la part aux émotions, mais aussi aux émotions positives. Et pas juste, et c'est ça qui est diabolique, c'est de dire on va continuer à vous maintenir dans la colère, le déni, le rachat, et en fait on ne se laisse pas, parce que et c'est un cercle vicieux de mal-être, alors que si on essayait, je pense même aux enfants, l'école en forêt, de nous sortir nous-mêmes un peu dehors, des études montrent que 2 heures de sport par semaine, pas de marche 10 minutes par jour font qu'on est bien. Donc si on pouvait essayer des nouveaux trucs, ça peut être aller voir un arbre, se balader, qui ne sont pas complètement fous non plus. Et si on pouvait faire ça de manière culturelle, un peu imposée à l'école, et que petit à petit on y prenne goût, peut-être que là, on pourrait exprimer ses émotions. Hurler dans la forêt, faire des travaux qui relient, en fait, plein de techniques dont on sait que ça pourrait marcher, mais dont on n'a pas forcément les coachs pour le faire, les personnes qui peuvent travailler là-dedans, et puis les espaces. En tout cas, c'est très intéressant cette discussion. Voilà. Je pense qu'on va clôturer un petit peu sur ces derniers échanges, mais voilà, c'est assez passionnant ce qu'on peut raconter et sortir de ce film dans la réflexion de notre place par rapport à cette société, à la contrainte et de ce qu'on peut faire pour en sortir. Merci à tous les deux, parce que vraiment, ça nous permet de prolonger ça, d'aller beaucoup plus loin et de toucher des choses vraiment profondes et qui, je pense, vont laisser aussi réfléchir à les spectateurs qui ont vu le film.
et qui, j'espère, voilà, ont écouté cet échange. Donc, un grand merci à tous les deux et j'ai vraiment hâte qu'on puisse se retrouver aux Arcs, qui est quand même pas si loin de Lausanne, l'année prochaine. Voilà, Antoine, je ne sais pas où tu en seras dans ton film, mais en tout cas, on va suivre ça de très près. On te verra sans doute peut-être en janvier. Et puis Sophie, bah voilà, on a démarré un cycle autour de ces questions voilà, de société, du vivre ensemble, de développement durable. Donc j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de repartager des discussions autour de films, autour d'une table le jour où on pourra se retrouver et faire vraiment ça, c'est-à-dire être ensemble et créer de la joie autour d'une table. Et voilà. Et un grand merci à tous les deux pour cet échange. Grand merci à toi, un grand merci à Antoine. Et voilà, c'était très enrichissant. Donc, merci pour cette découverte et au plaisir d'une convivialité en présentiel dès qu'on pourra. Carrément, carrément. Et ben, à Ouais. bientôt. Merci beaucoup. Hein. Et vous pourrez vous trouver à Lausanne. Hein. C'est pas compliqué. Ouais. Heureusement qu'il y a des Français pour que les Lausannois se rencontrent. C'était un plaisir en tout cas, Sophie. Merci pour cette conversation. Et puis, effectivement, on se verra en vrai lorsqu'on pourra enfin partager nos germes. Voilà. Vivement. Merci.